Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Walid Amara, j'ai l'énorme plaisir de recevoir avec moi le professeur Nicolas Danchin. Bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va parler de registre et de post-infarctus, mais Nicolas Danchin, que vous connaissez tous, c'est Monsieur FastMI. Et pour moi, c'est un énorme plaisir de te recevoir dans ce studio. Peux-tu nous dire déjà quelles sont les grandes leçons qu'on a retenues de FastMI ou qu'on doit retenir de notre pratique? Alors, la première chose, c'est que FastMI est très représentatif. Parce qu'on a fait des enquêtes tous les 5 ans entre 2005 et 2015. On avait même fait avant 2000 et 1995 des enquêtes un petit peu du même genre, où on a eu la participation de tous les types de structures hospitalières qui recevaient des patients avec des infarctus, y compris des très petits hôpitaux qui pouvaient voir 1 ou 2 infarctus par mois. Et donc, ça nous donne une représentativité qui est vraiment, je pense, vraiment très bonne au niveau national. Et ça nous a permis de voir, à la fois, il y a eu plusieurs choses qu'on cherchait à faire avec FastMI. On cherchait à voir un peu l'épidémiologie de l'infarctus, c'est-à-dire quelles étaient les caractéristiques des patients, comment ça a évolué au fil du temps. Et là, on a eu des premières surprises, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'entre 1995 et 2015, donc en l'espace de 20 ans, la population des STEMI, pas des non-STEMI, mais la population des STEMI a rajeuni. Alors qu'on s'attendait plutôt à l'inverse, parce qu'on a tous le sentiment dans les USIC qu'on a des populations de plus en plus âgées, mais en fait c'est probablement plutôt un biais de sélection, et surtout la population des USIC a changé, c'est-à-dire que l'infarctus n'est plus maintenant le gros des patients admis en USIC. Alors je me suis assez longtemps interrogé sur ce rajeunissement de la population. Et en fait, je pense que c'est dû à un double mécanisme, et ça, c'est des choses qu'on a fait avec Santé publique France à l'échelle nationale en travaillant sur le PMSI et le SNDS. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une très grosse diminution du nombre des infarctus, à peu près pendant cette période, une très grosse diminution du nombre des infarctus chez les personnes les plus âgées. Et quand je dis grosse diminution, ça veut dire qu'en une dizaine d'années, il y a 30% d'infarctus en moins, à la fois chez les hommes et chez les femmes. En revanche, chez les plus jeunes, en dessous de 60-65 ans, on a chez les hommes une stabilisation et même une très légère augmentation du pourcentage d'infarctus, et chez les femmes jeunes, une forte augmentation des infarctus. Mais elle reste quand même très minoritaire dans le groupe. Et c'est ça qui explique finalement le rajeunissement de l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse beaucoup plus marquée chez les personnes âgées, donc proportionnellement, si je puis dire, la moyenne d'âge de la population a baissé. Pour les STEMI, on est passé de 66 ans à 63 ans d'âge moyen. Alors ça n'a pas l'air colossal quand on dit ça comme ça. En fait, ça a des grosses implications en termes de pronostic, etc. Donc ça c'est une première chose, c'est qu'on a vu que la population changeait. Il y a une répartition différente aussi entre STEMI et non-STEMI, mais ça c'est difficile à interpréter parce que la définition du non-STEMI a changé en pratique avec l'arrivée des troponines par rapport au CPK. Donc il y a plus de non-STEMI. Donc il y a plus de non-STEMI maintenant parce que voilà. Ouais. Donc on est maintenant à peu près à moitié-moitié, alors qu'en 95 c'était 20%, 80% en faveur des STEMI. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on a vu l'évolution de la mortalité, alors qui a changé là dans des proportions absolument extraordinaires. Il y a une mortalité qui a diminué de largement plus des 2/3 entre 1995 et 2015. On passe de la mortalité à 6 mois, passe d'à peu près 17% à 5-6%. Donc c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé, avec un gros caillou dans la chaussure, si je puis dire, c'est la mortalité des chocs cardiogéniques qui reste très importante, de l'ordre de 50% à peu près, et qui, elle, n'a pas énormément changé. Il y a moins de chocs cardiogéniques qu'autrefois, un peu moins, mais ça n'a jamais été non plus très majoritaire. Mais la mortalité, quand on est en choc cardiogénique, reste très élevée.
Et puis, on a essayé de savoir aussi, puisqu'on fait un suivi à long terme. On fait un suivi dans le FASTEMA il y a 10 ans. Donc, on recontacte les patients nous-mêmes à partir c'est des techs qui travaillent à la Société de cardio pour contacter les patients. On leur envoie des questionnaires, on les appelle, on appelle leurs médecins, on contacte les hôpitaux, on se fait envoyer les dossiers quand les gens ont été hospitalisés pour pouvoir... et alors moi, je revois les événements pour les coder, pour dire s'ils ont fait un infarctus, etc., de quoi ils sont morts, quand on peut avoir des renseignements, etc. Et là, on a vraiment des données de suivi à long terme. Donc pour les premiers registres, on a 10 ans de suivi. Pour FASTEMA 2015, c'est un peu plus court, mais on est maintenant à 7-8 ans de suivi avec très peu de perdus de vue pour la mortalité. On a à peine 1% de perdus de vue par an, donc ça nous donne vraiment des moyens. Et du coup, on peut essayer de regarder qu'est-ce qui a changé dans la pratique et on peut essayer de comparer les différentes formes de prise en charge. Un exemple, parce que c'est assez spécifiquement français, c'est la stratégie pharmaco-invasive dans l'infarctus aigu. La France était vraiment assez pionnière là-dessus. C'est-à-dire qu'à l'époque où, quand on faisait de la fibrinolyse dans les autres pays, on faisait la fibrinolyse, on mettait le patient dans son lit, puis on n'y touchait plus. En France, très vite, on a fait, après la fibrinolyse, des coronarographies pour pouvoir dilater s'il restait des rétrécissements. Et c'était le cas la plupart du temps. Et en fait, ce qu'on a montré, ça, au fil des enquêtes, c'est resté vrai, c'est que la stratégie pharmaco-invasive en termes de pronostic faisait aussi bien que l'angioplastie primaire. Voire même mieux, c'est-à-dire que ça, on a montré ça il y a pas très longtemps, en faisant vraiment le suivi à long terme. On a montré que chez les patients qui ont une angioplastie primaire au-delà des 2 heures recommandées, eh bien, il vaut mieux avoir une stratégie pharmaco-invasive. C'est-à-dire que la stratégie pharmaco-invasive est préférable à une angioplastie primaire trop tardive. Donc voilà, ça c'est un exemple vraiment assez parlant. On a fait aussi des études en conjonction avec les données biologiques qu'on recueillait. Par exemple, des études sur les variants génétiques et l'efficacité du clopidogrel. Et puis, on a pu regarder aussi les traitements médicaux. Une des dernières études qu'on a faites et qu'on a publiées, c'est sur les statines à la sortie de l'hôpital chez les patients les plus âgés, au-delà de 80 ans. Et l'idée que j'avais, moi, au départ, c'était de me dire, c'est probablement nettement moins utile chez ces patients très âgés. Et en fait, non seulement on a trouvé l'inverse, c'est-à-dire qu'on trouve qu'effectivement c'est important de donner des statines, y compris après 80 ans, mais c'est même important de donner des statines à haute dose, puisqu'une des spécificités des registres, c'est qu'on a non seulement tous les traitements, mais leur posologie. Et donc là, c'est quelque chose qui n'a pas été étudié dans des études randomisées, parce qu'il n'y a aucune étude randomisée des statines au-delà de 80 ans en post-infarctus, et on peut en avoir une approche. Alors il faut être toujours prudent, parce que c'est de l'étude d'observation, donc on ne peut faire que des corrélations. En fait, on ne peut pas affirmer un lien de causalité, mais avec les techniques statistiques qu'on a, les scores de propension, etc., on arrive à assez bien équilibrer, ça ne vaut pas une randomisation, mais on arrive à assez bien équilibrer le groupe des patients qui va recevoir une statine à forte dose et puis le groupe des patients qui ne recevra pas du tout de statine ou un autre groupe de patients qui recevra des statines à dose normale. Donc voilà un peu le type de données qu'on a pu avoir avec FASTEMA. Si on prend par exemple la dysfonction ventriculaire gauche, certains infarctus on va prendre un cut-off de fraction d'éjection à 35% pour qu'on ait un discours, qu'on ait une idée commune tous les deux. Est-ce que sur les années, est-ce qu'on a une idée de la proportion de ces patients-là? Quelle est cette proportion et comment elle a évolué? Alors, il n'y a pas eu de gros changements. Ça a un petit peu baissé, mais pas tant que ça. On tourne autour, si on prend le cut-off à 35%, on doit tourner autour de 15% des patients à peu près, et pas de changements colossaux au fil des années. En revanche, le pronostic, lui, il s'est amélioré. Ça reste un facteur pronostic vraiment défavorable. Quand on regarde les grands facteurs pronostiques, il y a tout ce qui est les
comorbidités, comme le diabète, l'insuffisance rénale, bien sûr, mais aussi des comorbidités qui n'ont rien à voir avec le système cardiovasculaire. Les antécédents de cancer vont influer sur la mortalité à long terme, les antécédents d'insuffisance respiratoire, enfin bref, toutes les grandes comorbidités, les gens qui sont anémiques aussi, vont avoir une mortalité à long terme plus élevée, même après ajustement sur l'âge, le sexe, etc. Donc ça, c'est un premier groupe de facteurs pronostiques. Il y a l'âge en lui-même, qui évidemment, ça c'est normal, est un facteur pronostique considérable. Et puis, il y a la quantité d'infarctus. Et ça reste un vrai facteur pronostique, en particulier quand il y a eu de l'insuffisance cardiaque au stade aigu. Donc la combinaison finalement d'une fraction d'éjection basse et d'une insuffisance cardiaque au stade aigu de l'infarctus, ça va donner un pronostic qui est beaucoup plus défavorable. Et là, on a probablement encore une vraie marge de progrès. Pour le reste, les patients assez jeunes qui ont une fraction d'éjection conservée, en moyenne, la fraction d'éjection en post-infarctus STEMI actuellement, elle est un petit peu au-dessus de 50%. Donc, on a vraiment beaucoup de patients qui gardent un assez bon ventricule. Et là, on se dit que la marge de progrès devient faible parce que leur mortalité actuellement rejoint quasiment celle de la population dite bien portante du même âge. Donc, en revanche, quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche, il y a encore du progrès. Alors, les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, actuellement, par exemple en France, en post-infarctus, il y a un remboursement pour le gilet défibrillateur portable sur les 3 mois qui suivent. Est-ce qu'on a une idée du temps que ça prend pour récupérer? Parce qu'on dit classiquement, il y a les 3 mois, où le SC dit 6 semaines et 12 semaines après revascularisation. Est-ce que des fois, ça prend plus de temps? Alors, on a des réponses là-dessus. On sait depuis longtemps qu'il y a une phase, dans l'infarctus, il y a des phénomènes de sidération myocardique qui vont récupérer spontanément. Et puis, il peut y avoir aussi des phénomènes qu'on appelle les phénomènes d'hibernation, c'est-à-dire que le ventricule qui est mal irrigué n'est pas mort, mais si on le revascularise bien, et c'est pour ça que c'est important de faire ça dès le stade aigu, il va pouvoir récupérer. Donc ça, on sait depuis longtemps qu'il y a une capacité de récupération en post-infarctus. Là, il y a une étude que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Ce n'est pas une étude spécifiquement post-infarctus, ça s'appelle HF-OPT. Et cette étude-là a pris des patients qui avaient fait une première décompensation cardiaque, quelle qu'en soit l'origine. En gros, il y a moitié d'ischémique et moitié de non-ischémique. Et ils ont regardé, c'est des gens qui ont tous, c'est une étude qui était sponsorisée par Zoll, je crois, et ils ont tous été équipés de LifeVest au départ. Et l'idée, ça a été de dire, on regarde l'évolution de la fraction d'éjection entre le stade aigu et 3 mois, et puis on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à 180 jours et même un peu plus, même 360 jours pour certains. Et ce qu'on constate, c'est que dans les deux groupes, cardiopathie ischémique et cardiopathie non ischémique, il y a un pourcentage vraiment important de patients qui vont récupérer une fraction d'éjection qui va passer au-delà de 35%. De tête, hein, je n'ai pas les chiffres très très précis en tête, mais à 360 jours, on est pratiquement à 3/4 des patients, alors qu'ils avaient une fraction d'éjection de moins de 35% au départ, qui passent à une fraction d'éjection au-dessus de 35%. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Dans les facteurs prédictifs de la récupération, il y a le jeune âge, c'est-à-dire plus on est jeune, plus on a des chances de récupérer. Il y a la fraction d'éjection de départ, mais ça, c'est presque un problème méthodologique. C'est-à-dire si on est à 34% au départ, on a plus de chances de passer à 36%, 37% après. Il y a les antécédents de FA, ça c'est plus curieux. C'est-à-dire les gens qui ont des antécédents de FA ont plus de chances de récupérer. Et puis, il y a un élément qui est intéressant aussi, qui est très descriptif dans l'étude, mais c'est que les gens qui reçoivent les doses cibles des traitements recommandés pour l'insuffisance cardiaque, en gros les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, les minéralocorticoïdes, les bêta-bloquants, vont avoir une chance de récupération
nettement supérieur à ceux qui n'ont aucun de ces traitements, évidemment, mais même à ceux qui ont des traitements, aucun de ces traitements, je veux dire, aux doses cibles. Hein, ils ont tous, en principe, ils ont tous reçu ces traitements-là. Mais ceux qui ont une dissociation, c'est-à-dire certains des médicaments sont à la dose cible, d'autres pas, ils ont une récupération qui est un peu moins bonne que ceux qui ont toutes les classes thérapeutiques aux doses cibles. Alors ça méritera d'être fouillé par des études plus spécifiques, je pense, mais c'est quand même une incitation à pas trop mollir, si je puis dire, dans le traitement médicamenteux chez ces patients. Et puis, ça pose vraiment la question de se dire à quel moment il faut discuter l'implantation d'un défibrillateur. Voilà, parce que c'est quand même pas une petite décision. Et si on a, au-delà de 3 mois, si on a encore un gros pourcentage de patients qui vont récupérer un degré de fonction qui fait qu'au moins en théorie, ils vont sortir de l'épure pour l'implantation d'un défibrillateur définitif, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc en fait, ça incite plutôt, je trouve, moi, à prendre son temps. Ceci étant, je ne suis pas rythmologue, hein, donc c'est pas moi-même qui prends ce type de décision en général. Mais le fait qu'on ait eu le gilet défibrillateur portable nous a permis déjà, avant, quand on avait une fraction d'éjection à 20%, on avait tendance à l'implanter avant la sortie. Depuis qu'on a un gilet, on les fait sortir, ils sont surveillés, on a la télécardiologie, on est plus en sécurité. Dans cette étude, il y a un pourcentage d'événements rythmiques, c'est-à-dire Oui, mais qui est faible. Au-delà de 3 mois, il est vraiment faible. Donc finalement, il y a peut-être une différence entre la phase aiguë... Et même dans les 3 premiers mois, d'ailleurs, il reste faible. Bon. Il est faible, professeur Danchin, c'est vraiment un énorme plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Je pense que vous nous avez bien résumé la situation, c'est-à-dire que ces registres comme FastMI nous ont apporté une masse d'informations et c'est pas fini parce que très régulièrement, je crois sur les congrès, vous êtes encore à publier des sous-analyses et des multiples analyses de ces registres. On souhaite qu'on continuera dans l'avenir à avoir ce genre d'informations qui sont très utiles pour la pratique. Vous avez éclairé, je pense, sur ce registre de patients insuffisants cardiaques. On a fait le point aussi sur le post-infarctus en cas de dysfonction ventriculaire gauche, la gestion, l'importance des traitements médicamenteux, bien entendu, les cas fantastiques, la sécurité du gilet et tout ça. Merci à tous, merci professeur et à très bientôt.